Cet après-midi, je vous raconte un homme politique qui aux États-Unis a été assassiné pour ses idées il y a 45 ans aujourd'hui, ou la véritable histoire de Harvey Milk, fervent militant de la cause gay. Quelle a été son action ? A-t-il pu influer sur la politique des États-Unis ? 45 ans après son assassinat, quelle est sa place dans l'histoire des luttes LGBT aux États-Unis ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 27 novembre, oui, mais 1978, à San Francisco, aux États-Unis. Au petit matin, il y a 45 ans donc, jour pour jour, Harvey Milk se rend à la mairie d'un Paguiré. Heureux de savoir que son collègue Dan White, voix conservatrice minoritaire parmi les 6 membres du conseil des superviseurs municipaux, ne reprendra pas son siège. Il faut dire que tout oppose les deux hommes. Dan White est un ex-policier, fils d'une famille d'origine irlandaise, qui se définit comme un défenseur du foyer, de la famille et de la vie religieuse contre les homosexuels, les fumeurs d'herbe et les cyniques. Harvey Milk, quant à lui, est un homosexuel juif qui se méfie de la police, veut légaliser le cannabis et lutte pour les droits de la communauté homosexuelle. White a posé sa démission quelques jours plus tôt, considérant que son salaire n'était pas assez élevé, mais est revenu sur sa décision peu de temps après. Le maire, George Moscone, un allié d'Harvey Milk, a d'abord accepté de lui redonner son siège au conseil, mais Harvey Milk l'a vite convaincu de lui choisir un remplaçant. Ce matin-là, Dan White est pourtant bel et bien de retour dans la mairie de San Francisco, et il n'est hélas pas venu les mains vides. Armé d'un Smith & Wesson de calibre 38, il se dirige d'abord vers le bureau du maire, George Moscone, et l'abat froidement. La rue est bruyante, et les détonations n'attirent pas l'attention. Ce qui lui permet de se rendre ensuite dans le bureau d'Harvey Milk, qui accepte d'avoir un mot seul avec lui. Il n'en aura pas le temps. White tire 5 balles qui traversent le bras droit, le torse et la tête de son ennemi. Harvey Milk s'effondre à la 4e balle. Il est 10h55 et le politique et fervent militant n'est plus. Pour White, son collègue représentait ceux qu'il appelle les gauchistes, les dégénérés sociaux et les marginaux. Car il a réussi en 5 années de carrière politique à donner une voix à ces exclus de la société, ce qui ne plaisait évidemment pas à tout le monde. Harvey Milk, premier élu politique ouvertement homosexuel en Californie et l'un des premiers aux États-Unis, avait une cible dans le dos. Les menaces de mort arrivaient par centaines à son bureau. Si la mort d'Harvey Milk a fait de lui un martyr de la cause gay, c'est pour sa vie étonnante aussi qu'il faut se rappeler de lui. En effet, rien ne le prédestinait à faire carrière en politique et encore moins en tant que défenseur des droits des homosexuels, lui qui a gardé secrète son homosexualité la majeure partie de sa vie. À la fin des années 40, au lycée de Bay Shore, non loin de la ville de New York, le jeune Harvey Milk est bien intégré et personne ne le soupçonne d'en être, comme on disait alors. Sportif solide, sans être un joueur star dans les équipes de baseball, football américain et lutte, il est l'archétype de l'adolescent populaire bien intégré. Il a beaucoup d'amis, certes, mais pas beaucoup d'amis proches. Et pour cause, Harvey se cache déjà à ses camarades. Avant de plaider à San Francisco pour la cause homosexuelle, la route a été longue et semée d'embûches. L'été où il est diplômé au lycée, en août 1947, Harvey Milk apprend à se méfier de la police en vivant quelque chose qu'il ne va jamais oublier. Depuis ses 14 ans, le jeune adolescent explore sa sexualité dans le secret des gares, des cinémas ou des parcs, où il rencontre d'autres hommes comme lui. Et cet été-là, à quelques mètres de pères de famille hétérosexuels dont les torses nus ne sont pas pour eux de l'exhibitionnisme, il est interpellé par la police et mis dans un fourgon. On accuse les homosexuels qui se rencontrent à cet endroit du parc d'attentat à la pudeur, car ils ne portent pas de haut, ce qui était illégal à l'époque. Il s'agit bien entendu d'un prétexte fallacieux pour rappeler la honte à ces pervers, comme on les nomme. Cette fois-ci, Harvey Milk est chanceux, il est très vite relâché. Mais il gardera en mémoire toute sa vie le regard indigné et dégoûté que les bons pères hétérosexuels lançaient sur lui. Comme il conserve déjà le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, d'abord en lien avec son identité juive,
puis avec son identité homosexuelle. En 1943, ses parents lui racontent le combat des Juifs du ghetto de Varsovie. Ils se sont battus malgré tout, malgré la certitude de perdre, car on ne peut pas rester sans rien faire. Cette idée du combat désespéré ne le quittera pas. Plus tard, son amant, Joe Campbell, interprétera les opinions d'Harvey Milk comme un syndrome de persécution. Mais le futur politicien, plus âgé que lui, a grandi au moment où les violences antisémites et homophobes déferlaient en Europe. Il sait que, comme dans les années 30 en Allemagne, les avancées des droits homosexuels peuvent être stoppées net par un régime autoritaire. Pour autant, les combats politiques ne l'intéressent pas encore. Milk suit ses études supérieures dans l'université d'Albany, où les élèves brillants mais dépourvus de moyens financiers pour une grande fac atterrissent. Comme au lycée, personne ne se doute qu'il n'est pas hétérosexuel. Il est intégré mais ne laisse personne réellement l'approcher. En 1951, Harvey s'engage dans la marine. Il monte en grade rapidement et enchaîne les conquêtes d'un soir dans son appartement d'officier à San Diego. Mais le jeune homme se lasse bien vite de l'armée. Il déteste l'autorité et a du mal à composer avec les protocoles rigides de cette institution. En 1955, il s'en va. Il déclarera plus tard qu'il fut victime de la purge contre les homosexuels dans l'armée qui avait cours depuis la Seconde Guerre mondiale. Même si cela aurait été tout à fait possible et que de nombreux homosexuels de sa génération furent évincés de l'armée américaine pour leur orientation sexuelle, Harvey Milk l'a volontairement exagéré, pour faire parler, pour interpeller. Harvey Milk range l'uniforme et reprend sa vie. Il a plusieurs amants sérieux et vit avec eux dans des appartements qu'il meuble et décore avec goût. Il leur écrit des poèmes et invente pour eux des mises en scène. Joe Campbell raconte qu'il se réveille un matin d'hiver et trouve à la place d'Harvey une tasse de chocolat, une pâtisserie et un mot « Quelqu'un t'attend dehors ». Il ouvre la fenêtre et découvre un bonhomme de neige réalisé par Harvey qui le salue d'un « Hello » tracé dans la neige. Mais Harvey Milk erre de boulot en boulot et encore quand on daigne l'embaucher. En effet, lors d'un passage éclair au Texas, il se voit refuser des travaux, même les plus ingrats. Pour lui, il ne s'agit pas d'homophobie, mais d'antisémitisme. À l'époque, Harvey Milk ne se sent pas opprimé pour son orientation sexuelle, mais pour sa judéité. Il piège d'ailleurs un ami allemand de Campbell en lui demandant ce qu'il pense des camps. L'ami en question répond qu'il n'a appris leur existence qu'à la fin de la guerre. Et Milk de s'emporter. Comment est-il possible de vivre en Allemagne et ne pas savoir ? S'il s'emporte, s'il a des idées bien à lui, Harvey Milk ne revendique aucun droit pour les homosexuels. Il s'éloigne d'ailleurs d'un autre de ses amants, Craig Rodwell, pour cette même raison. Ce dernier est militant pour la Mattachine Society, la première association homosexuelle de New York, et tient face à Milk des discours véhéments. Il faut, selon lui, imiter ce qu'ont fait les Noirs durant les mouvements des droits civiques. Il s'agit de s'unir et de faire peser les voix des homosexuels dans la balance politique. Mais le Harvey Milk de l'époque est devenu un conservateur en costume 3 pièces qui travaille dans la finance et distribue des tracts pour le candidat au présidentiel républicain de 1964, Barry Goldwater. Plus pour longtemps, cependant, car les 60s sont aussi l'époque des contre-cultures. Et Harvey Milk va finir par céder aux sirènes du Flower Power. Mais comment Harvey Milk, ce conservateur convaincu, a-t-il troqué son costume 3 pièces pour une queue de cheval de hippie avec les idées qui vont avec ? Ce n'est pas un amant, mais un ami qui fait basculer peu à peu Harvey Milk dans la culture hippie. Tom O'Horgan, metteur en scène phare de Broadway des 70s, se fait shipper un amant par Harvey Milk. Peu rancunier, il travaille ensuite avec lui sur des pièces expérimentales dans le Lower East Side. Et Jack McKinley, le jeune homme qu'ils se sont disputés, s'occupe de la technique. Un ménage à 3 professionnels qui leur réussit. Fan d'opéra et de ballet, Harvey Milk expérimente la scène, mais décide finalement de passer à la production en commençant par prêter de l'argent à O'Horgan pour qu'il développe des projets de plus en plus ambitieux. C'est le cas avec Hair, la première pièce qu'il monte à Broadway et qui rencontre un grand succès. Les nouveaux amis dont s'entoure Harvey Milk sont à l'image des héros de cette comédie musicale. Hippies, chevelus, pacifistes. Il les suit d'ailleurs quand ils partent monter une production de Hair à San Francisco. Très vite, Milk tombe amoureux de cette ville au rythme moins effréné que New York. Néanmoins,
La politique locale l'exaspère. Les hommes d'affaires contrôlent l'hôtel de ville. Les homos n'ont pas le droit au chapitre, se plaint-il à son colocataire qui un autre jour l'entend déclarer avec détermination « Je veux être maire de San Francisco ». De retour à New York, Harvey Milk achève de basculer. En 1970, quand les États-Unis annoncent l'invasion du Cambodge, il participe à une manifestation durant sa pause déjeuner. En effet, même s'il a désormais des cheveux aussi longs que ses amis, Harvey Milk enfile toujours ses mocassins et son costume tous les matins pour aller pointer dans une société d'investissement, bien loin des idéaux qui lui tiennent à présent à cœur. Le rideau tombe finalement quand son supérieur lui pose un ultimatum. « Coupe-toi les cheveux ou démissionne ». Milk refuse les deux et se fait renvoyer. C'est la fin du Harvey en costume, pour un temps du moins, car il finira par le ressortir du placard bien plus tard. Harvey Milk erre quelque temps avec son nouvel amant, Scott Smith, qu'il a rencontré dans le métro le jour de son anniversaire. Ensemble, ils sillonnent les routes, vivent d'amour et d'eau fraîche dans des chambres vétustes bien éloignées des intérieurs bourgeois féeriques qu'il avait l'habitude de fréquenter. En 1972, parce qu'il leur faut gagner de l'argent, Harvey Milk et son amant décident d'ouvrir un magasin de photos dans le quartier de Castro, le plus récent des quartiers gays à San Francisco. Harvey a toujours été passionné de photographie et puis la dernière pellicule que le couple a donnée à développer a été perdue. Alors, pourquoi ne pas apprendre à les développer lui-même ? Mais cette vie de commerçant ne suffit pas à Harvey Milk. De retour dans cette ville, au milieu de sa communauté, il ressent bientôt le désir impérieux de participer à la vie politique locale. Il y a là-bas un terreau fertile pour les luttes homosexuelles. Si c'est à New York qu'ont eu lieu les émeutes de Stonewall commémorées lors du mois des fiertés en juin, San Francisco ne fut pas en reste côté altercation musclée entre la police et des militants LGBT. Dès la fin du XIXe siècle, la ville est surnommée Sodome-sur-Mer. Oscar Wilde, le dandy homosexuel de la littérature, y était très attaché, ce qui en dit long sur sa population. Et la communauté homosexuelle y connaît un boom sans précédent durant la Seconde Guerre mondiale. Les fameuses purges anti-homosexuelles de l'armée s'abattent sur une foule de jeunes hommes démobilisés et désœuvrés qui, ne pouvant pas rentrer chez eux, se reconstruisent une vie à San Francisco. La police de la ville, composée principalement de catholiques irlandais, mène une véritable guerre contre les homosexuels qui deviennent de plus en plus visibles. Mais des réseaux s'organisent. Tous se passent le mot pour survivre aux raids des policiers. Et ces réseaux se politisent dans les années 50 avec l'implantation du siège national de la Mattachine Society, puis la fondation de nombreuses autres organisations comme le SRR, Society of Individual Rights. Le nombre des adhérents y est croissant, si bien qu'en 1967, la SRR compte 20 000 membres. Mais face à cette armée d'homosexuels supposément belliqueux, la police n'est pas en reste. Elle arrête 2800 homosexuels par an jusqu'en 1971 et ne les traite pas avec beaucoup de délicatesse. C'est au milieu de ces tensions qu'Harvey Milk se jette à corps perdu dans la politique. Selon son ami metteur en scène Tom Horgan, Harvey a passé sa vie à se chercher une scène et quand il est arrivé à San Francisco, il l'a finalement trouvée. Quand Harvey Milk débarque dans la vie politique locale de San Francisco, des organisations gays ont donc déjà créé un terreau propice à son implantation. Pour autant, elles sont loin de le soutenir. Quand il contacte la SRR, Milk fait face à une certaine méfiance. Pour cette association tenue par de vieux militants, ce trublion à queue de cheval qui débarque avec ses idées extrêmes n'est pas fiable. On lui dit de payer ses dettes avant de revenir. Pour ces activistes, un représentant de la communauté gay doit démarrer en bas de l'échelle et faire le travail ingrat avant de prétendre se présenter aux élections. Mais Harvey Milk a d'autres ambitions et déboule donc comme un chien dans un jeu de quilles. Lui veut devenir superviseur municipal. Quand on lui demande comment il compte gagner les élections sans soutien financier, il répond « Je me dis que comme je suis ouvertement gay, il y aura forcément un père fanatique qui débarquera du Texas pour buter de l'homosexuel et qu'il viendra me tirer dessus. Et comme je serai sûrement assez chanceux pour survivre, je m'attirerai la sympathie des électeurs et récolterai les votes libéraux et gays. » Une déclaration morbide, certes, mais qui témoigne de sa lucidité et ne plaisait pas au ténor du Parti démocrate de la ville. S'il perd ses élections en 1973, sa verve est telle pendant son discours
qu'à l'applaudimètre, Harvey Milk aurait certainement gagné. Avec son sens aigu de la communication, Milk attire l'attention des journaux, auxquels il distribue ses diatribes sans parcimonie. À une journaliste, il déclare « J'ai 43 ans, j'ai le choix entre deux possibilités. Soit je dépense mon énergie à gagner de l'argent, soit je m'engage et je lutte contre les mauvais aspects de notre société. » Plus direct encore, Harvey Milk appelle la communauté à se réveiller dans un autre article. La masturbation, c'est très bien, mais ça ne remplace pas l'acte sexuel. Il est temps que la communauté homosexuelle arrête de se branler et se mette aux choses sérieuses. Oui, Harvey Milk ne mâche pas ses mots. D'ailleurs, s'il se lance en politique, c'est par colère. Il est outré que les petits commerces doivent payer pour les sociétés qui s'installent en ville, dans des buildings élevés sur les ruines des quartiers de la classe populaire, des Noirs et des Latinos. Et quand, un jour, une enseignante entre dans sa boutique de photos et demande d'emprunter un projecteur car les équipements de son école sont hors d'usage, Harvey est une nouvelle fois hors de lui. Le gouvernement de la ville a assez d'argent pour engraisser les industriels, mais pas pour permettre aux enseignants de faire leur métier. Si Harvey Milk n'a pas le soutien des militants gays les plus établis, sa communauté est derrière lui. La drag queen militante José Sarria fut le premier candidat politique ouvertement gay au monde et brigua en 1961 le même poste qu'Harvey Milk plus de 10 ans avant lui. Lui vote évidemment pour Milk et incite ses amis queens à faire de même. Et hors de la communauté gay, Harvey Milk parvient aussi à se faire des alliés, notamment au sein des syndicats. Il soutient la grève des routiers américains contre les distributeurs de bière qui refusent de signer des accords syndicaux. Comment ? En faisant peser le pouvoir de sa communauté et en incitant les bars gays à boycotter les bières en question. En échange de ce soutien, Harvey Milk ne demande pas des votes, mais qu'on offre du travail à des routiers homosexuels. Top là, pari gagné pour Milk, qui obtient pour les élections suivantes le soutien des routiers, mais aussi des pompiers et des syndicats de construction, des milieux jusqu'ici pas très gay-friendly. Harvey Milk n'a de cesse de pousser sa communauté à se faire entendre par tous les moyens. Il rappelle aux hommes homosexuels que même si la police les traite comme des citoyens de seconde zone, ils ont le droit de vote et un pouvoir d'achat qui pèse dans la balance. En 1975, pour sa seconde campagne électorale, Harvey Milk reprend stratégiquement le costume de la respectabilité. Il coupe sa queue de cheval et remet ses costumes 3 pièces. Mais le hippie n'est jamais loin pour celui qui pratique l'amour libre et veut légaliser le cannabis. Cette année-là, malgré ses efforts, il perd à quelques voix près. Frustré et déçu, Harvey Milk ne reste pas sur un échec. 2 ans plus tard, il se lance alors dans la 3e campagne. Et cette fois, c'est la bonne. Le 8 novembre 1977, avec 30 points d'avance sur les autres candidats, ça y est, c'est confirmé. Un représentant homosexuel fera bien cette année son entrée à la mairie de San Francisco, une première historique. Comme une rockstar, Harvey Milk arrive à son QG juché à l'arrière d'une moto conduite par une femme, mais toujours engoncé dans son costume d'homme comme il faut. Devant les caméras, les projecteurs et surtout la foule en liesse, il commence son discours. « Ce n'est pas ma victoire, c'est la vôtre à vous tous. Si un gay peut être élu, cela veut dire qu'il y a vraiment de l'espoir et que toutes les minorités peuvent triompher dans ce système en luttant. Nous leur avons donné de l'espoir. » Les applaudissements sont assourdissants. « Harvey, président !» lance même une voix dans la foule. Il lui a fallu 40 ans pour trouver sa place, mais dans le district de Castro, dont il est le maire officieux, Harvey Milk est enfin chez lui. Et il œuvre chaque jour pour que le quartier reste une terre d'asile pour les homosexuels exilés des 4 coins du pays, car c'est ici qu'il a pu enfin lui-même vivre au grand jour. Une semaine après sa victoire aux élections, dans un enregistrement destiné à servir de testament et sobrement intitulé « Au cas où », Harvey Milk indique les candidats susceptibles de le remplacer à son poste s'il devait lui arriver quelque chose. En effet, au cours de cette dernière campagne, il a reçu de nombreuses menaces de mort. S'il plaisante depuis des années sur la possibilité d'être tué par des fanatiques, c'est que Milk sait que la menace est réelle. À la fin de l'enregistrement, il déclare, la voix tremblante, « Si une balle devait me transpercer le cerveau, faites que cette balle détruise toutes les portes de placard. » Il fait la référence à l'expression « sortir du placard », c'est-à-dire vivre ouvertement sa vie en tant qu'homosexuel. Harvey Milk a mis près de 40 ans à sortir pleinement du sien.
Mais quelle sortie! Il a fait des émules en politique et a même affronté d'autres candidats homosexuels aux élections. En appelant sa communauté à consommer gay et à voter gay, il lui a permis de se faire entendre et de prendre sa place sur la scène politique. En seulement 11 mois de carrière en tant qu'élu, Harvey Milk a eu un impact considérable. À la fois protecteur et bâtisseur, il a contré la proposition 6 du sénateur John Briggs qui visait à interdire aux gays et lesbiennes d'enseigner dans les écoles publiques de Californie. Mais il a aussi porté un projet de loi interdisant les discriminations basées sur l'orientation sexuelle, loi qui a été promulguée à San Francisco en 1978. Lors de l'été précédant sa mort, durant la Gay Freedom Parade de San Francisco, qui commémorait les émeutes de Stonewall, Harvey Milk a lancé un appel qui résonne encore aujourd'hui. En ce jour de commémoration, je demande à mes frères et sœurs homosexuels de s'engager et de se battre pour eux-mêmes, pour leur liberté, pour leur pays. Nous ne gagnerons pas nos droits en restant tranquillement dans nos placards. Sortons combattre les mensonges, les mythes et les distorsions. Sortons du placard pour dire la vérité sur les gays. J'en ai assez de la conspiration du silence, alors je vais en parler et je veux que vous en parliez. Vous devez sortir du placard, dire qui vous êtes à vos parents, vos proches. Pour Harvey Milk, l'important était de donner de l'espoir à tous les jeunes homosexuels désespérés, isolés aux 4 coins des États-Unis. S'il devait être assassiné, il fallait que cette mort inspire et motive sa communauté à se lever pour lutter. Et sans lui, puisqu'il a donc été froidement abattu le 27 novembre 1978, mais aussi, grâce à lui, la lutte a continué. Europe 1, historiquement vôtre. Gérard Koskovitch, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Nous sommes le 27 novembre, voilà aujourd'hui 45 ans, jour pour jour, qu'Harvey Milk a été assassiné à la mairie de San Francisco, ville où il était élu. Vous aviez 19 ans cette année-là, je crois, Gérard Koskovitch. Vous étiez en Californie, vous avez appris, je crois, la nouvelle en lisant le journal. Quel souvenir gardez-vous de ce jour et quelle a été votre réaction ? Ça reste pour moi un souvenir très fort de mon adolescence. J'étais à la fac à Santa Barbara, donc c'est à quelques heures au sud de San Francisco. Et j'étais en train de faire mon coming out graduellement auprès de mes amis et plus tard ma famille. Et je me souviens bien d'avoir vu la une du journal. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. J'étais abasourdi. Mais en plus, je me suis dit immédiatement, si c'est comme ça, il faut décider de m'assumer complètement, finalement de demander qu'on me traite correctement, que je fais mon coming out auprès de tout le monde. Donc, j'avais pas peur. Ma réponse était plutôt de me lancer vers la lutte pour mes droits et les droits de ma communauté. Et donc, je crois que beaucoup de jeunes homos autour des États-Unis ont eu une réaction similaire. C'était pas bon, il faut se remettre dans le placard, mais plutôt il faut faire face à de telles violences et s'assumer. Gérard Koskovitch, quelles ont été les réactions, les conséquences directes de l'assassinat d'Harvey Milk au sein de la communauté LGBT de San Francisco, qui ne l'avait pas ménagé, il faut bien le dire? Oui, je dirais, moi je suis arrivé à San Francisco un an après la mort d'Harvey Milk pour entrer à la fac à Stanford. Et donc j'ai eu vraiment l'expérience de voir les réactions. J'étais là pour la marche qui a commémoré le premier anniversaire des assassinats de Mère et d'Harvey Milk. Et c'était très émouvant. Il y avait des dizaines de milliers de gens. C'était en pleine nuit. On avait des petites chandelles. C'était un silence extraordinaire. Et c'était, c'était un sens de solidarité entre nous, les personnes homosexuelles, et notre ville de San Francisco. Tout le monde était là pour commémorer ces grands hommes et pour démontrer qu'on n'avait plus peur, qu'on restait sur la place publique, réunis, et qu'on avait l'intention de continuer à vivre. Politiquement, le remplacement d'Harvey Milk, qui s'appelait Harry Britt, était comme Harvey Milk, progressiste de gauche. Il a assumé tout le dossier de campagne politique d'Harvey Milk. Il a fait un très très bon travail pour continuer la politique d'Harvey Milk au sein de la mairie de San Francisco. J'aimerais revenir sur l'histoire des mouvements de lutte pour les droits
des personnes LGBT aux États-Unis, mouvements qui se sont structurés, je le rappelais, à partir des années 1950. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Aux années 50, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, c'était les médias après-guerre. À San Francisco et dans des autres villes, il y avait des anciens combattants homosexuels qui ont fait le combat, qui ont contribué à la victoire des forces contre le fascisme et qui avaient en tête l'idée qu'ils ont le droit d'exister comme les autres citoyens. Et donc ça a un peu donné la force à cette génération sortie de la guerre. Puis à San Francisco, c'était l'oppression acharnée de la police contre la communauté gay, qui était de plus en plus visible. Donc il y a un véritable conflit entre les forces d'autorité et cette communauté qui était en train d'émerger très visiblement à San Francisco. Et donc, entre ces deux forces, on a finalement décidé d'établir un mouvement politique et de demander tous les droits des citoyens comme les autres. C'était les pionnières, la Mattachine Society, c'était une association assez petite, tous les membres du pays entier, c'était 1 millier de gens. Mais au milieu des années 50, c'était les années sombres pour les homos. Donc, il fallait avoir beaucoup de courage pour s'assumer en plein années 50 aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique que la ville de San Francisco soit devenue, comme l'indiquait le magazine Life en 1964, la capitale gay des États-Unis ? On peut trouver des réponses en s'intéressant à l'histoire de la ville ? Oui, il y a une histoire assez particulière. D'abord, il s'agit d'une ville portuaire. Et les villes portuaires sont souvent plus ouvertes à toutes les différences des gens parce qu'on est là pour faire un profit et pas pour faire la morale. Et on a l'habitude de recevoir des marins et des commerçants du monde entier. Donc, normalement, c'est une culture plus ouverte. En plus, à San Francisco, c'était une ville champignon après la ruée vers l'or. En 1849, population de 800 personnes. 10 ans après, 80 000, dont la majorité des jeunes hommes venus des 4 coins du monde. Donc, une population que des hommes. Normalement, il y a des gens qui ne trouvaient pas leur place chez eux dans un petit patelin ailleurs et qui cherchaient la plus grande liberté à San Francisco. Donc déjà, au 19e siècle, c'est une ville qui avait une culture particulière pris avec la Seconde Guerre mondiale et cette chasse aux sorciers a fait en sorte qu'on a vu débarquer à San Francisco 2500, 3000 anciens soldats. Pas la peine de rentrer dans leur petite bourgade en tant qu'homo estampillés par l'armée américaine. Donc ils restent sur place largement pour créer des petits commerces, avoir le plein pouvoir de leur vie, ne pas avoir la responsabilité de répondre à des patrons. Et là, ça a commencé à créer une économie gay à San Francisco. C'est différent de ce qu'on a vu, par exemple, à New York, où c'était plutôt les mafieux qui sont les propriétaires de bars gays. À San Francisco, c'était des gays qui étaient les propriétaires. Donc, il y a plusieurs facteurs. Finalement, c'était la déindustrialisation de San Francisco, la première ville aux États-Unis à avoir eu cette expérience. Donc, la ville a vidé entre 1950 et 1980 20% de la population s'est barrée. Donc, il y a plein de places pour des jeunes venir s'installer pour 3 sous, trouver un appartement, trouver un petit emploi et commencer à vivre pleinement leur vie de jeunes homo. Harvey Milk est donc mort assassiné il y a juste 45 ans, le 27 novembre 1978. Quelle est la place de ce personnage dans l'histoire des luttes LGBT aux États-Unis aujourd'hui ? Est-ce que pour l'ensemble des militants de la cause gay, il est la figure incontournable ? Oui, il reste l'un des grands personnages de l'histoire de nos mouvements, mais en même temps, il était gay, pas lesbien, pas trans, pas bi. Il était blanc, pas une personne racisée. Et donc, de nos jours, est un personnage qui a une place plutôt spécifique. En même temps, sa politique est une politique de coalition, de travailler avec toutes les populations marginalisées, les pauvres, les personnes racisées, les seniors, les classes populaires. Et donc, c'est une politique qui reste très progressiste et très actuelle pour nous. Donc, oui, il est très, très célèbre. Il est devenu une grande figure de l'histoire. Et on oublie
un peu sa politique très progressiste, très gauche, sauf à San Francisco, il y a un club démocrate, le club Harvey Milk, qui continue les luttes d'Harvey Milk et qui cite souvent ses prises de position très à gauche. Gérard Koskovitch, à quel point il est difficile pour les historiens d'écrire l'histoire des luttes LGBT quand on sait que bon nombre de personnes homosexuelles se sont cachées pendant des siècles. J'imagine qu'on manque de sources, on manque de témoignages. Les gens vraiment cachaient leur sexualité. Oui, c'est vrai. En plus, toutes les grandes institutions de nos sociétés qui sont censées documenter, protéger, interpréter, valoriser les histoires de nos passés, ont systématiquement effacé l'histoire des personnes LGBTQI. C'était donc aucune importance d'après ces grandes institutions, les archives, les bibliothèques, les musées, les écoles, les facs, etc. Donc il y a vraiment un manque. Et c'est un manque pour tout le monde. Oui, les personnes LGBTQ cherchent à se réinsérer dans un héritage, dans un patrimoine, mais en plus, on n'était pas sur une autre planète. On avait des parents, des voisins, des collègues de toute la longue de notre histoire. C'est une histoire qui manque à tout le monde. Et c'est pas que les luttes, c'est plutôt nos vies ordinaires, nos cultures, et puis finalement l'émergence de nos luttes qui sont pas là. Si on cherche à trouver les albums photos d'une mamie du fin fond de la campagne, il y en a plein pour les hétéros. Pour les homos, les lesbiennes, les bi, les trans, ça existe à peine. Donc il y a un manque extraordinaire. Et c'est votre travail justement au sein de... Vous êtes l'un des membres fondateurs du Centre d'archives historiques LGBT de San Francisco. C'est l'objectif de ce centre de collecter, de recoller tout ça, toutes ces archives manquantes? Effectivement, on fait ça depuis presque 40 ans maintenant. Et on a un centre d'archives, un fonds d'archives extraordinaire. On reçoit normalement dans la salle de lecture environ 400, 500 jeunes chercheurs-chercheuses, entre des collégiens, des doctorants, des grands historiens, des journalistes, mais toute la gamme de gens qui viennent consulter nos fonds. Et ce qui fait la particularité de ce fonds, c'est qu'il y a plein de fonds qui documentent la vie des gens parfaitement ordinaires et oubliés, et qui demandent comment on a trouvé les moyens à faire face à cet harcèlement, cette oppression, et construire une vie, trouver l'amour, trouver du travail, les échecs, les réussites. Et pour moi, ça parle bien plus que les histoires des grands personnages, mais des gens ordinaires comme moi. Et on est arrivé vraiment à construire l'un des fonds les plus importants du monde entier. Et je crois savoir que dans ce centre d'archives, on a fait naître un musée, des milliers d'objets sont conservés par votre soin. Et vous nous l'avez dit en préparant cette émission, il y a le costume porté par Harvey Milk le jour de son assassinat en 1978, c'est ça? Oui, c'est l'un des objets exposés au musée qui est le plus bouleversant. C'est exposé d'une manière très très sobre, très digne, parce qu'on ne voulait pas faire du spectacle d'une tragédie comme ça. Ça me terrasse chaque fois que je vois ce costume percé de balles, entaché de sang. Ça fait en sorte que cette violence subie par Harvey Milk est quelque chose de très, très réel en voyant un tel objet. Il y a un autre objet qui symbolise vraiment l'action et la vie d'Harvey Milk, autant que le mouvement des luttes pour les droits LGBT, c'est le fameux drapeau arc-en-ciel. Quelle est son histoire? D'abord, pour l'objet, là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, créé en 1978 pour la Pride, le Gay Freedom Day, c'était Harvey Milk qui a demandé à un ami, Gilbert Baker, designer, il a dit il faut un symbole pour notre communauté, un symbole qui susciterait de la solidarité, qui démontrait à quel point on est... Et c'était finalement Gilbert Baker qui avait la bonne idée de faire un drapeau avec un arc-en-ciel, avec une équipe d'une trentaine de bénévoles en 1978. On a teinté à la main tout le tissu, on a cousu sur des machines à coudre des 2 énormes drapeaux arc-en-ciel. C'était les tout premiers au monde. Et puis, 1 an après, on a perdu trace de ces 2 premiers drapeaux arc-en-ciel. Et finalement, il y a 2-3 ans, on a trouvé dans les affaires de Gilbert Baker, dans la garage de sa sœur, Gilbert Baker est mort il y a 10 ans,
des cartons remplis de tissus arc-en-ciel, mais là, on a sorti un bout de drapeau arc-en-ciel différent des autres. On l'a fait expertiser et on a démontré que c'était un tiers de ces deux premiers, le seul parti qui reste de ce symbole devenu mondialement connu. Et c'était un peu de concurrence entre nous, la GLBT Historical Society, l'Institut Smithsonian à Washington et le MoMA à New York. Tous les trois ont demandé le don de ce bout de drapeau arc-en-ciel originel. Et finalement, les héritiers de Guy Gilbert Baker ont décidé de le faire en sorte que ça restait à San Francisco, là où le drapeau est né. Ce drapeau, aujourd'hui, on le brandit fièrement à San Francisco. À écouter Hervé Milk, eh bien, il aurait aimé qu'il soit brandi dans le monde entier. C'est hélas impossible dans de nombreux pays aujourd'hui. On voit actuellement dans la majorité des pays au monde, on peut tomber sur le drapeau arc-en-ciel. En même temps, de plus en plus, même aux États-Unis, les opposants farouches de l'existence, on ne parle même pas des droits, mais l'existence des personnes LGBTQI, s'acharnent pour faire en sorte qu'on efface ce symbole. Et il y a même des villes aux États-Unis où on a essayé d'interdire l'exposition de ce drapeau. Donc ça reste un symbole d'une lutte véritable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à fièrement hisser ce drapeau partout dans le monde et faire en sorte que ce soit accepté. Et c'est un drapeau qui a une signification particulière parce que chaque rayon, chaque couleur, d'après Gilbert Baker, avait une signification. C'était la sexualité, l'amour, la spiritualité, etc. Donc, chaque rayon démontre toutes les bases de notre communauté. Merci beaucoup Gérard Koskovitch de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Harvey Milk. J'invite les auditeurs en voyage à San Francisco à découvrir le musée d'histoire LGBTQI où sont conservés les nombreux objets et documents qui racontent l'histoire des luttes homosexuelles aux États-Unis. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.